Professeur Porter, bonjour et merci Ah, d'avoir accepté cette interview sur la chaîne Food Normandie. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, je vous invite à aller regarder la page Wikipédia. Nous avons un invité qui a carrément une page Wikipédia et ça c'est assez rare donc pour le noter, donc je le note. Vous êtes un grand chercheur spécialisé en virologie, notamment en évolution de la virologie et vous avez, je crois, entre autres, travaillé à l'Institut Pasteur. Vous avez été, je crois, directeur de la microbiologie. Je me trompe? directeur du département de microbiologie, oui, Voilà. pendant Euh, quelques et, années. euh, vous, et vous nous avez fait donc l'honneur de parler ce soir sur la chaîne Food Normandie de virologie, de cette. C'est quoi tous ces virus? On parle énormément de virus en ce moment, mais c'est quoi exactement un virus? Depuis quand ça existe? Quelle est la relation que nous entretenons, nous les humains, avec ces virus? Et donc, si vous voulez vous présenter et puis commencer, vous êtes le bienvenu. Oui, j'ai été également prof à l'université à Orsay. En fait, maintenant, c'est Paris-Saclay. J'ai Mmh. travaillé à la fois à l'Orsay et à l'Institut Pasteur, beaucoup sur les archées, qui sont des micro-organismes tout à fait intéressants sur le plan évolutif, et leurs virus. Et je me suis intéressé effectivement depuis pas mal de temps au rôle que les virus ont pu avoir dans l'évolution. Et du coup, effectivement, je me suis retrouvé un petit peu impliqué dans les débats sur la nature, l'origine des virus, etc. Et c'est actuellement une des thématiques qui m'intéresse particulièrement. Alors bon, si vous, en général, on me demande qu'est-ce que c'est un virus, et en réfléchissant un petit peu à cette vidéo, je me suis rendu compte toujours, c'est pas du tout facile, hein. C'est pas évident de Ouais. définir les virus. Ça dépend, bon, surtout les gens qui forcément ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants un petit peu de la biologie. Je commencerai par dire que les virus font partie du vivant. Pour moi, ils sont vivants. Alors, c'est tout à fait débattu parmi les biologistes, hein. Certains ne veulent absolument pas mettre les virus comme organismes vivants. En tout cas, tout le monde, je pense, est d'accord pour dire qu'ils font partie du vivant. Ils sont avec nous, ils sont là depuis très très longtemps, ils sont partout autour de nous, et en fait c'est très important de les connaître si on veut comprendre le fonctionnement de la biosphère et si on veut comprendre l'histoire un petit peu de la vie sur notre planète. Alors je dirais à la fois ils font partie du vivant, en même temps on peut de mon point de vue distinguer dans le vivant deux grands groupes d'organismes. D'un côté les virus et de l'autre côté tout le reste. Donc quand on dit tout le reste, ce sont bien sûr les animaux, les plantes, les champignons, les algues, tous les organismes que l'on appelle les eucaryotes qui sont formés de cellules à noyau, mais ce sont également les bactéries. On parle parfois de prokaryotes parce qu'elles n'ont pas de noyau, et puis les archées dont je parlais tout à l'heure, qui sont également des prokaryotes, très différents des bactéries. Donc on a d'un côté ces trois domaines du vivant dont on parle en général, les bactéries archéocaryotes, qui forment trois domaines d'organismes cellulaires, et à côté les virus qui vraiment représentent une autre forme de vie sur la planète. Une autre forme de vie qui est vraiment liée à la précédente, hein, bien sûr, on va y revenir, hein, puisque les virus ne peuvent exister qu'en parasitant des cellules appartenant à un de ces trois domaines. Donc voilà, c'est la première chose que je dirais, c'est que les virus font vraiment partie du vivant. Alors pourquoi? D'une part parce qu'ils sont constitués des mêmes molécules que nous, que le vivant, des protéines. Je pense que là, tout le monde a entendu parler des protéines. Je pense qu'on en reparlera, hein. Les protéines, c'est vraiment les briques de la vie, hein. C'est l'hémoglobine qui transporte le sang, la lactine, la myosine dans nos muscles. Mais en fait, tout le fonctionnement de notre métabolisme, ce sont les protéines. Ce sont vraiment les macromolécules les plus importantes dans le vivant. Les virus sont, comme nous, constitués principalement de protéines. Et puis, comme nous, ils ont des gènes, un génome, qui est souvent, comme nous, constitué par la fameuse molécule d'ADN, mais parfois également, très souvent, par une molécule qui ressemble beaucoup, dont on parlera peut-être, qui est l'ARN. Par exemple, le coronavirus, hein, donc bien sûr, tout le monde parle en ce moment, c'est un virus ARN, contrairement à nous qui sommes des organismes ADN. Donc d'un côté, on a
tous les organismes dont je parlais tout à l'heure, bactéries, archéocaryotes, qui ont toujours des génomes ADN, et de l'autre, les virus qui ont soit des génomes ADN, soit des génomes ARN. C'est si on veut une première différence. Mais je dirais, en réfléchissant à ça, la principale, une différence majeure entre les virus et nous, c'est le mode de reproduction. Euh, les bactéries, les archées, les eucaryotes, on a un mode de reproduction cellulaire. Notre organisme est formé de cellules. Parfois, c'est une cellule. On parle des unicellulaires pour les bactéries. Pour nous, on a beaucoup de cellules, des millions de cellules. Et notre reproduction se fait soit une cellule se divise, une bactérie se reproduit, la cellule se divise. Pour nous, on produit des cellules, les spermatozoïdes, par exemple, les ovules, qui sont des cellules qui vont fusionner pour donner une autre cellule. Mais on a toujours une reproduction entièrement cellulaire. Notre organisme, disons notre moi le plus profond, il est toujours cellulaire. Alors que les virus, au cours de leur cycle de vie, passent par deux phases, une phase qui est cellulaire, mais une phase qui n'est pas cellulaire. Et leur mode de reproduction est très particulier. Il ne se fait pas au niveau cellulaire, il se fait par la production de particules virales, que l'on appelle aussi les virions. Et en fait, quand les gens pensent aux virus ou quand on vous montre des virus à la télé, ce sont toujours des particules virales. En fait, ce qu'on vous montre, ce sont des virus, mais en fait, c'est une partie seulement du cycle de reproduction du virus. C'est la particule qui va permettre au virus de se reproduire en allant infecter une cellule d'un organisme comme une bactérie, une archée ou un eucaryote. Donc c'est ce mode de reproduction très particulier du virus qui le distingue de tous les autres êtres vivants. Et ce mode de reproduction, il est lié aussi au fait que les virus, contrairement aux autres organismes, ne peuvent pas fabriquer eux-mêmes leurs protéines. Ça, c'est la différence, une différence également majeure. Les deux sont liés. En effet, pour fabriquer nos protéines, dans nos cellules, nous avons des particules que l'on appelle les ribosomes, qui sont une machinerie moléculaire très complexe, très sophistiquée, absolument extraordinaire, que l'on utilise pour fabriquer nos protéines. Pour aller vite, lorsqu'on mange des protéines, elles vont être dégradées en acides aminés qui vont venir dans nos cellules, et là, on va utiliser ces acides aminés pour reconstruire de nouvelles protéines, des protéines humaines, dans notre cas. Si on a mangé une plante, on récupère les protéines de la plante ou les protéines d'un bœuf, on va les transformer en acides aminés qui sont communs à l'ensemble du monde vivant, virus compris, et là, on va fabriquer des protéines humaines grâce à nos ribosomes, à cette machinerie sophistiquée. Alors ces ribosomes, dans notre ADN, on a des gènes qui codent pour les éléments de ce ribosome, par exemple, des protéines ou également de l'ARN. Les virus, dans leur génome, ne possèdent pas ces gènes. Ils ne sont pas capables de produire des ribosomes à eux, et donc ils ne peuvent pas fabriquer leurs protéines. Et c'est ce qui les rend, en fait, c'est ce qui explique pourquoi ce sont les parasites obligatoires. Ils ont absolument besoin d'utiliser les ribosomes d'une cellule, soit bactérienne, soit d'archée, soit une cellule eucaryote, pour pouvoir reproduire leurs protéines. Ils ne peuvent pas s'en passer. Ils ne sont pas méchants, hein, ils n'ont pas le choix. Ils sont absolument obligés d'envahir une cellule, d'occuper une cellule pour la transformer. Alors, j'ai introduit il y a quelques années même le concept de cellule virale. En fait, le virus transforme la cellule en un virus sous forme cellulaire qui va excréter, produire ces virions, ces particules virales, pour aller infecter d'autres cellules. Donc on a vraiment là deux types d'organismes vivants très très différents. Il y a quelques années, avec Didier Raoult, on avait justement proposé de diviser le monde vivant en deux grands groupes. On avait d'un côté les organismes qui codent pour des ribosomes, qui sont capables de produire ces ribosomes et de fabriquer leurs protéines. Et de l'autre côté, les organismes qui codent pour des capsides. En fait, la capside, c'est la coque protéique qui forme la particule virale, le virion, dans laquelle le génome du virus est protégé. Donc je dirais, voilà, d'une part, les virus font vraiment partie du monde vivant, et d'autre part, ils sont très différents des autres organismes vivants. Alors, sont-ils vivants? En fait, ça c'est un peu une question de goût, hein. Ça dépend comment on définit la vie, hein. C'est toujours les scientifiques qui définissent la vie. Moi, de mon point de vue, ça me paraît plus logique de considérer qu'ils sont vivants parce que, d'une part, ils font partie du vivant, mais également, on y reviendra, on s'est aperçu ces dernières décennies, ces dernières 10 ou 20 ans, depuis que l'on étudie, on arrive à analyser l'ADN présent dans l'environnement, on s'est aperçu en fait que
grande majorité, la plus grande majorité, la plus grande partie de l'information génétique qui est présente sur la planète a été créée par les virus et d'origine virale. Donc si on dit Ah que les oui, virus sont pas vivants, voilà, si on dit que les virus sont pas vivants, c'est un peu embêtant de dire que la plus grande partie de l'information génétique sur la planète n'est pas fabriquée par les êtres vivants. C'est ça qui me gênerait. c'est en tout cas au moins une machine à créer du vivant, au moins, à minima donc. Voilà, à créer du vivant. Et encore une fois, ils sont intimement liés à l'histoire du vivant. On va en reparler, mais on peut pas. On ne serait pas là sans les virus. À la fois, on a des virus qui vont nous attaquer, nous infecter, éventuellement nous tuer, mais en même temps, l'histoire montre qu'on est là grâce à cette interaction avec les virus. Alors justement, dites-nous en plus là-dessus. Pourquoi les virus, voilà, quel est le rapport qu'on a, nous, les êtres humains, avec ces virus, effectivement en positif comme en négatif? Voilà, alors en négatif, je pense que bon, tout le monde connaît, on sait qu'il y a énormément de virus pathogènes, des épidémies, des pandémies, ou bien des virus qui sont toujours autour de nous, avec des modes d'action très différents. On a vu là, récemment le coronavirus qui va infecter des cellules et provoquer des pathologies, parce qu'il va dérégler le fonctionnement de ces cellules. Les cellules ne fonctionnent plus vraiment les cellules infectées ne fonctionnent plus à notre profit. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles deviennent des virus elles-mêmes. On a le virus sous forme cellulaire. Et nous-mêmes, si on pousse la métaphore un peu plus loin, lorsque l'on est infecté par un virus du style coronavirus, nous-mêmes, nous devenons une sorte de super virus. Et on va justement, en excrétant des particules virales, c'est nous qui allons transporter et qui permettre la reproduction du virus. Donc, le virus va nous manipuler. Donc voilà, il peut y avoir un aspect très très inquiétant. Pour moi, un des exemples les plus spectaculaires de cette capacité du virus à manipuler, à transformer une cellule, mais à manipuler même les organismes, ce sont certains virus qui vont infecter des chenilles. Et c'est très impressionnant parce que, en fait, le virus est capable de manipuler le système nerveux de la chenille et de faire adopter à la chenille des comportements qui vont favoriser le virus. Alors, ce qu'on observe, c'est que les chenilles, au bout d'un moment, au bout de quelques jours d'infection, se mettent à grimper le plus haut possible dans les arbres. Et lorsqu'elles arrivent vraiment très haut, c'est le stade où elles se liquéfient. Elles sont complètement, l'infection est à un tel niveau qu'elles se liquéfient et c'est une pluie de particules virales. Elle se transforme en fait en une masse de particules virales qui va, comme une pluie de particules virales sur la plante, qui va permettre en fait de donner le plus de chances au virus d'infecter de nouvelles chenilles qui se trouvaient plus bas. Donc ça, c'est un exemple très très frappant. Alors d'autres parasites sont capables pas seulement les virus, sont capables de manipuler comme ça le système nerveux de leurs hôtes, mais voilà, donc ça c'est un cas extrême. Alors ceci dit, en général, ce n'est pas vraiment l'intérêt du virus de tuer son hôte, hein, parce que bien sûr, il vaut mieux pour le virus, par exemple, que vous soyez un porteur asymptomatique, que vous baladiez et que vous permettiez pendant très longtemps d'infecter le plus de monde possible. Si le virus est trop méchant et que vous mourrez rapidement, ben, vous n'allez plus le transmettre et le virus meurt avec vous, hein. Donc c'est un peu idiot pour lui. Donc on va avoir toutes sortes de possibilités d'intermédiaires entre une réponse très très violente à l'infection virale et puis une réponse complètement asymptomatique avec des virus qui vont rester pendant très longtemps dans l'organisme qu'ils infectent jusqu'à établir une sorte de symbiose en fait. On va avoir une sorte de symbiose entre le virus et l'hôte infecté. Et dans certains cas, on va pouvoir avoir éventuellement des interactions bénéfiques pour les deux. C'est-à-dire que la symbiose va être favorable aux deux personnes. Est-ce que vous pouvez donner un exemple où justement ce virus va apporter quelque chose à l'être humain? Alors, j'ai des exemples. Alors, dans ce cas-là, c'est pas immédiat. Les exemples les plus spectaculaires, ce sont des exemples où nous avons bénéficié d'anciens gènes qui ont été apportés par les virus. Alors, il faut savoir que lorsque les virus rentrent dans une cellule, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont utiliser la machinerie de la cellule, les ribosomes, pour fabriquer leurs protéines. Ils vont répliquer leur génome avec les protéines de la cellule ou bien des protéines qu'ils auront eux-mêmes apportées ou bien qu'ils auront fait fabriquer par la cellule infectée. Mais dans certains cas, ils ne vont pas
ils vont plutôt entrer dans une phase d'attente. Pour les bactéries, on parle de lysogénie, c'est-à-dire que le virus, en fait, va se mettre au repos dans la cellule. Le génome du virus, alors on a plusieurs cas de figure. Parfois, le génome du virus se réplique à côté du génome de l'hôte, mais le virus n'est pas exprimé. Parfois, le virus est exprimé, un certain nombre de virions sont produits, mais la cellule continue de se diviser. On parle d'état porteur. Et parfois, le virus intègre son génome dans le génome de l'hôte. Voilà. Ça, c'est très intéressant parce que cette situation peut durer pendant un certain temps. Parfois, le virus va ressortir à l'occasion, par exemple, d'un stress. Alors, bien sûr, le virus n'a pas le cerveau, donc il ne pense pas, mais la métaphore, c'est de se dire que si le virus a intégré son génome dans une cellule, tant que la cellule est en bonne forme, ben, c'est tout bénéfice pour le virus. À chaque fois que la cellule se divise, par exemple la bactérie, eh bien le virus, son génome se divise lui également. Mais si la bactérie, prenons la bactérie soumise à un stress, par exemple au laboratoire, c'est ce que font les chercheurs, ils mettent un stress avec des ultraviolets, eh bien l'ADN de la cellule va être abîmé éventuellement. Il va y avoir des signaux dans la cellule qui vont alerter le virus pour se dire je suis dans une cellule qui est malade, qui risque de mourir. Peut-être il ne sait pas le virus, hein, peut-être elle va mourir. Dans ce cas-là, c'est idiot de rester. Autant ressortir, la tuer et envoyer mes virions à la recherche de nouvelles cellules. Donc c'est ce qu'on appelle l'induction chez des bactéries, l'induction lysogénique. Voilà, quand on a des bactéries qui hébergent un virus, tout se passe très bien pour la bactérie. Si on lui envoie les ultraviolets, eh bien, on observe que très vite, la bactérie explose et libère des virions parce qu'on a induit le virus. Alors, plus près de nous, on a la même chose un peu avec l'herpès. La plus grande partie, la plupart des humains sont infectés par l'herpès et on a des poussées d'herpès. Souvent, ces poussées d'herpès sont liées à un stress. Hein. Le plus classique, c'est le coup de soleil. Hein, c'est l'irradiation, en fait, comme tout à l'heure pour les ultraviolets. On irradie, nos cellules sont abîmées, eh bien l'herpès, ça va le stimuler à se reproduire. Donc on a le même phénomène. Alors parfois, ce qui se passe, c'est que le génome du virus s'intègre dans le génome, dans notre génome par exemple, et puis au bout d'un moment, il va muter, il va y avoir des mutations qui vont faire en sorte qu'il ne va plus être fonctionnel, il ne pourra plus jamais ressortir. Il va rester à l'état comme ça de gènes viraux intégrés dans le génome humain. Bon, voilà. Alors, ces gènes, parfois, ils vont progressivement accumuler des mutations et tout va disparaître. Mais parfois, il se trouve que certaines régions de ce génome viral intégré, certains gènes, vont pouvoir être récupérés au cours de l'évolution. Hein, ce n'est pas un truc qui se fait forcément tout de suite, mais récupérés au bénéfice de l'organisme qui les porte. Alors, il faut savoir que dans le génome humain, on a énormément de génomes viraux intégrés. On considère environ 8% du génome humain est constitué de gènes qui viennent de rétrovirus. Alors, les rétrovirus, ce sont par exemple le virus du sida. Hein, ce sont des virus ARN, comme le coronavirus, mais très différents. Ce n'est pas du tout la même famille. Hein. La grippe, c'est encore une autre famille. Il y a beaucoup de différentes familles de virus qui sont très différents les uns des autres. C'est pour ça que des fois, on se trompe lorsqu'on applique une épidémie due à un virus d'une famille des leçons qu'on a apprises avec un virus d'une autre famille. Dans le cas des rétrovirus, pourquoi rétro? Ce n'est pas parce qu'ils sont vieux. Rétro, c'est en fait parce que ce sont des virus ARN, mais normalement, dans nos cellules, entre guillemets normalement pour nous, l'information génétique va de l'ADN vers l'ARN. De nos gènes, de l'ARN vers ADN, vers l'ARN messager et ensuite vers les ribosomes pour la synthèse des protéines dont je parlais tout à l'heure. Là, chez les rétrovirus, l'information va dans le sens opposé de l'ARN vers l'ADN. Et du coup, ça permet au rétrovirus d'intégrer son génome lorsqu'il est sous forme ADN dans notre génome. Alors ça, c'est un phénomène qui se produit régulièrement. Et lorsqu'il se produit au niveau des cellules germinales, donc les cellules
qui donnent naissance aux spermatozoïdes et aux ovules, eh bien, ces rétrovirus vont s'intégrer de façon permanente dans la lignée humaine. Ça se fait chez tous les animaux, hein, pas uniquement chez nous. Du coup, au fur et à mesure, on va accumuler dans notre génome des gènes de rétrovirus, jusqu'à 8% du génome. C'est énorme, hein. C'est énorme parce qu'on considère que 2% seulement du génome humain correspond à des gènes qui codent pour les protéines. Donc c'est vraiment énorme, 8%, c'est beaucoup plus. Et on considère même qu'en fait, la plus grande partie du génome humain, mais pas seulement du génome humain, du génome des animaux, des plantes, c'est encore plus important chez les plantes, est constitué en fait de séquences qui proviennent, il y a très longtemps, de virus, de séquences répétées qui proviennent de certaines régions présentes chez les virus ou chez les éléments apparentés au virus. On parle d'éléments mobiles, des transposons, des rétrotransposons, etc. Et alors on s'est aperçu que dans certains cas, ces gènes de rétrovirus qui sont dans notre génome, ils restent là, et pas par hasard, parce qu'ils ont acquis une fonction très importante au cours de l'évolution pour nous. Alors, l'exemple le plus spectaculaire, c'est le placenta. Ça, c'est un exemple qui maintenant est bien connu, mais au niveau du placenta, en fait, donc qui va entourer l'embryon pendant la gestation, en fait, le placenta est une gigantesque cellule unique avec un nombre faramineux de noyaux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, au cours de la formation du placenta, toutes les cellules qui vont le composer fusionnent pour former une seule gigantesque cellule qu'on appelle un syncytium, un terme technique. Et cette fusion, elle est déterminée par des protéines qu'on appelle des syncytines, et on s'est aperçu que ces protéines, en fait, ce sont des protéines de rétrovirus, des protéines d'enveloppe de rétrovirus. Alors, pourquoi? Alors, il y a un aspect technique, parce que ces protéines de rétrovirus, normalement, que l'on appelle ENV, ENV, elles permettent la fusion de l'enveloppe de la particule virale du rétrovirus, par exemple du sida, avec la membrane de la cellule. Donc il y a fusion entre membrane virale, qui est formée de lipides, de graisse, hein, comme la membrane de cellule, et la membrane cellulaire. Et donc, du coup, on a récupéré à notre profit cette protéine pour faire fusionner les membranes les membranes des cellules du placenta pour former une seule structure unicellulaire gigantesque, puisqu'elle va complètement entourer le fœtus. Alors ça, on pourrait dire, ok, c'est une petite astuce technique. Bon, il y avait une protéine qui savait faire de la fusion, on l'a pris au autre. Mais ça va beaucoup plus loin. Et là, ça devient vraiment complètement génial, hein. C'est que la surface du placenta se trouve recouverte de ces protéines de rétrovirus. Or, ces protéines de rétrovirus, elles ont évolué avec nous pendant des millions d'années, et elles ont appris à éviter le système immunitaire. Sinon, si les rétrovirus n'avaient pas appris à éviter notre système immunitaire, ils ne pourraient pas nous infecter. Ah oui. Et en fait, voilà, du coup, le fait que le placenta soit recouvert par ces protéines, eh bien, il n'est plus reconnu par le système immunitaire de la mère. Et ça, c'est extraordinaire, parce que pendant très longtemps, on se demandait comment se fait-il que le système immunitaire de la mère n'est pas capable, ne rejette pas, puisque la moitié des gènes du fœtus et du placenta, puisque le placenta, les cellules du placenta proviennent aussi de l'œuf fécondé, la moitié de ces gènes proviennent du père. Donc, ils devraient être reconnus comme un corps étranger. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'animaux pondent des œufs. Ils pondent les œufs pour mettre le fœtus à l'abri justement du système immunitaire de la mère. Alors ça, c'est particulier aux mammifères placentaires. Les mammifères placentaires ont réussi à récupérer un gène de rétrovirus pour arriver à garder le fœtus à l'intérieur du corps maternel. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire, qui a été découvert maintenant, je crois, il y a une vingtaine d'années. Vous êtes en train de dire que la lignée des mammifères placentaires n'existe sous cette forme que grâce au virus. Grâce au virus et grâce à des rétrovirus. Donc quand on pense aux rétrovirus, on pense aussi. Voilà. Et alors ce qui est aussi assez incroyable, c'est que
on s'est aperçu que ce n'est pas la même protéine de rétrovirus qui est responsable de cette activité chez tous les mammifères. Ce n'est pas la même chez l'homme et la souris, par exemple. Donc ça, c'est très curieux, parce que ça veut dire que sans doute, au cours de l'évolution, il y avait des mutations qui font qu'à un moment donné, dans la lignée ancêtre commun à la souris et à l'homme, par exemple, à un moment donné, il y a une mutation qui a fait perdre cette protéine et a survécu l'individu qui a réussi à réactiver une autre protéine de rétrovirus pour faire la même chose, mais pas forcément la même. Et on Donc, ce n'est observe pas une ça. mutation de la même protéine qui diffère entre les humains et les souris. C'est vraiment une autre protéine. Ce n'est pas une mutation de la même. Voilà, c'est une autre protéine. Donc là, D'accord. j'essaie d'imaginer le scénario. Bon, là, je fais peut-être un peu de science-fiction parce que je ne suis pas vraiment spécialiste de cette question-là en particulier. Mais il faut imaginer, pour expliquer pourquoi il y a ce changement de protéine, c'est toujours une protéine d'enveloppe de rétrovirus. Donc c'est une protéine très proche, mais ce n'est pas la même. Donc c'est assez fascinant. Alors là, je le connais moins bien, mais je sais que l'autre protéine GAG, qui est très connue chez les rétrovirus, est également utilisée dans le système de reproduction des mammifères. Et en fait, j'ai lu des revues écrites par des spécialistes là, vraiment de la question qui vont jusqu'à dire qu'en fait, pratiquement la sexualité des mammifères a été manipulée en grande partie par les virus, quelque part aussi à leur profit. Donc bon, c'est quelque chose que je ne connais pas très bien, mais pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens fantasment actuellement autour de ça. Ça, c'est vraiment un exemple. Alors, juste précisons aux gens, hein, quand vous dites que c'est quelque chose que je ne connais pas très bien, parce que les gens vont croire que c'est comme pour eux. Alors, ce n'est pas du tout comme pour eux. C'est-à-dire que vous êtes un très grand chercheur, un très grand virologue. Quand J'ai un mètre quelqu'un comme vous 90. dit, quand quelqu'un comme vous dit je ne connais pas très bien, ça veut juste dire qu'il n'est pas ultra spécialisé dans le domaine. Hein, je précise pour les gens qui nous regardent. Non, Euh, voilà. c'est plus que ça, je dirais, parce que même quand on est un chercheur avec de la bouteille, je dirais, donc on a une certaine expérience dans son domaine. La science, enfin la recherche, il y a tellement de domaines, il y a tellement de qu'on est très vite largué dès qu'on sort de son champ forcément d'expertise. Donc on a des bases qui nous permettent peut-être plus rapidement que d'autres de comprendre un nouveau domaine, mais il ne faut pas non plus voilà, il faut pas non plus mettre les chercheurs. C'est compliqué parce qu'à la fois, c'est vrai qu'il y a une. Mais disons qu'un virologue sera toujours plus à l'aise en virologie, même dans un domaine qui n'est pas sa pure spécialité, que quelqu'un qui n'est pas virologue, quoi. C'est ça que je voulais dire. Il faut espérer, mais c'est pas. Mais bon, il y a certains chercheurs sont tellement pointus dans leur spécialité que dès qu'on en sait un petit peu, ils vont pas être forcément plus futés que le, le- le non-chercheur, disons, qui s'intéresse un petit peu et qui s'intéresse à la chose. Voilà, alors, pour continuer quand même dans cette optique-là, parce que on se rend compte de plus en plus que les virus qui sont intégrés dans notre génome, les rétrovirus, ont joué un rôle très très important dans l'évolution, on commence vraiment à comprendre. Mais par exemple, on s'est aperçu ces dernières années qu'un des gènes les plus importants impliqués dans la formation du système nerveux central, un gène, ce qu'on appelle un gène maître, je crois, ARC, correspond également à une protéine de rétrovirus qui a été recrutée pour le fonctionnement du système nerveux. Donc, on a très certainement, je pense que ça, c'est un champ d'investigation qui est assez nouveau et on aura beaucoup de surprises. Je pense que euh, très souvent, on entend dire que notre génome est très proche du génome des chimpanzés, par exemple. On entend dire 98-99% identique avec le génome du chimpanzé. Ça, je pense que c'est vrai pour les 2% de gènes que l'on a hérité de l'ancêtre commun au chimpanzé et à l'homme. Mais ce n'est pas forcément vrai pour les rétrovirus qui, depuis que la lignée du chimpanzé et des hommes se sont séparés, eh bien, il y a des rétrovirus qui vont s'être intégrés à des endroits différents, qui auront activé des gènes différents, parce que j'ai parlé tout à l'heure, on peut recruter une protéine nouvelle de ces rétrovirus, mais en s'intégrant dans les génomes, les rétrovirus peuvent également
inhiber des groupes de gènes, activer des groupes de gènes, modifier. S'il y a des gens qui sont un peu pointus, ce qu'on appelle l'épissage, c'est-à-dire qu'en fait, chez les eucaryotes, avec un seul gène, comme ces gènes sont en morceaux, avec des morceaux qu'on appelle codants, des morceaux non codants, en recombinant les morceaux codants différemment, avec un même gène, chez l'homme et chez les animaux et beaucoup d'eucaryotes, on peut faire plusieurs protéines. Eh bien, on a vu même l'intégration de rétrovirus entraîner la formation d'une nouvelle protéine parce qu'il modifiait la façon dont les régions codantes se recombinaient. Donc, on a vraiment là un rôle majeur des virus dans l'évolution humaine, mais en général, hein, là, on parle souvent de nous, mais c'est valable dans le monde vivant en général, c'est valable pour les bactéries, pour les archées. L'intégration des virus apporte des nouvelles protéines, modifie la structure des génomes, et donc leur interaction constante avec nous est un moteur fondamental de l'évolution. D'accord. Donc, y compris notre système nerveux central a été influencé grandement par les virus. Et donc, ça, sur la chaîne Food Normandie, on s'intéresse à la psychiatrie et donc au cerveau. Eh bien, c'est une information passionnante. Bon. Ouais, oui. Alors, bon, là, il faudrait plus de spécialistes, effectivement, qui seraient plus là-dedans, mais je pense que cette histoire de protéines ARC est tout à fait intéressante. Et c'est vrai que des fois, lorsque je donnais des cours aux étudiants, j'avais tendance à dire, voilà, la grande différence entre les chimpanzés et nous, c'est peut-être les rétrovirus, tous ces éléments mobiles qui se sont déplacés et qui continuent de se déplacer. Un aspect important, c'est, si on parle du darwinisme, par exemple, j'ai souvent tendance à dire que l'interaction entre les virus et leurs hôtes, c'est vraiment un des moteurs majeurs de l'évolution parce qu'ils vont influencer les deux piliers du darwinisme. Pour moi, le darwinisme, c'est vraiment variation-sélection. Et pendant très longtemps, la variation, pour ce qu'on appelait les néo-darwinistes, Darwin, lui, il n'avait aucune idée à son époque, il ne pouvait pas savoir quelle était la nature des variations. Qu'est-ce qui entraînait les variations? Son grand mérite, c'est d'avoir vu que ce qui était important, c'est les variations. Et pendant très longtemps, ce qu'on a appelé les néo-darwinistes, les néo-darwiniens, quand ils parlaient de la variation, pour eux, c'était la mutation, et on envisageait la mutation, c'était la mutation ponctuelle, donc on change une base dans l'ADN, on change, etc. etc. Et souvent, on entendait les créationnistes, par exemple, expliquer, mais c'est impossible, comme ça, en accumulant des petites mutations, ça prendrait trop de temps, on ne peut pas arriver à l'évolution qui va donner des formes aussi extraordinaires. En fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les variations, ça peut être des mutations ponctuelles, mais c'est beaucoup plus les réorganisations des génomes dans lesquelles les virus vont jouer un rôle majeur. C'est l'invention, l'apport de nouvelles protéines inventées par exemple par les virus. C'est même les symbioses d'organismes, que ce soit virus ou autres. Donc c'est beaucoup plus riche que la simple mutation ponctuelle. C'est un aspect très important. Le deuxième pilier du darwinisme, c'est la sélection. La sélection en général, hein, ça peut être un astéroïde qui nous tombe sur la tête, il fait une sélection complètement au hasard, mais c'est une sélection quand même. Et la sélection est inhérente à la reproduction. À partir du moment où on reproduit massivement, en général, la plupart des organismes se reproduisent en formant un très grand nombre de rejetons, ils ne peuvent pas tous survivre, donc il y a forcément là aussi une sélection. Et dans cette sélection, les virus jouent un rôle majeur aussi, puisqu'il y a une pression de sélection extraordinaire due au virus. Hein, on peut dire les individus qui sont là sur Terre aujourd'hui, c'est ceux qui ont survécu aussi au virus. Donc sur ces deux aspects, les deux piliers du darwinisme, pour moi, les virus jouent un rôle essentiel. Qui ont survécu ou qui en ont profité? Qui ont survécu et qui ont su en profiter. Oui, tout à fait. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est vraiment c'est passionnant cette histoire que nous avons en commun avec les virus. Moi, honnêtement, je ne l'imaginais pas à ce point-là. Nous, en fac de médecine, on apprend que les virus intègrent, injectent quelque part, on pourrait voir ça comme ça, dans notre ADN, des morceaux
des nouvelles séquences et que celles-ci peuvent ou non, en fonction des circonstances, être plus ou moins conservées. Mais je ne savais pas à ce point-là, vraiment, c'est passionnant ce que vous nous racontez, hein, c'est assez incroyable. Alors, aussi, là, par rapport à ce que vous dites, souvent, même les biologistes en général, lorsqu'ils imaginaient cette injection d'un ADN viral dans le génome, souvent considéraient que les virus étaient essentiellement des véhicules pour transporter des gènes d'un organisme cellulaire à un autre. Donc, par exemple, d'une bactérie à un autre, ou voilà. Et encore aujourd'hui, je dirais la grande majorité des biologistes ont un petit peu cette vision qui, de mon point de vue, est assez réductrice du virus comme véhicule, parce que pendant très longtemps, les biologistes, beaucoup de biologistes, surtout les évolutionnistes d'ailleurs, avaient du mal à imaginer que les virus puissent créer leurs propres gènes. Par exemple, c'était un peu caricatural, mais lorsque on a découvert le mimivirus, le virus géant, euh, dans le laboratoire là, de Didier Raoult, euh, son génome est énorme, hein, un génome de 1,5, 1,2 million de paires de bases, environ 1000 gènes. Eh bien, certains auteurs ont dit, voilà, dans ce génome, on trouve essentiellement, c'est un mélange de gènes venant de bactéries et d'eucaryotes, les hôtes de ces virus. Voilà. Et effectivement, on trouvait en fait 20% de gènes dans ce virus géant qui ressemblaient à des gènes de bactéries ou d'eucaryotes. Et on disait, ben, et puis il y avait quand même 90% de gènes qui ressemblaient à rien. Alors ceux-là, on disait, mais c'est parce qu'ils ont évolué très très rapidement. Ça devait être d'anciens gènes de bactéries ou de paramécies, puisque ce sont pas de paramécies, d'amibes, puisque ces virus infectent surtout des amibes, d'anciens gènes d'amibes qu'on ne reconnaît plus parce qu'ils évoluent très rapidement. Il y avait vraiment un déni du fait que certains de ces gènes, et même la plupart, en fait, avaient été créés par le génome, dans le génome viral, étaient apparus dans le génome viral. Et même les gènes qui ressemblaient à ceux des eucaryotes, un certain nombre, en fait, pouvaient être des gènes que le virus avait récupérés de ces eucaryotes, mais pouvaient être aussi des gènes qui avaient été transférés aux eucaryotes par d'anciens virus de cette famille et que nous, on prenait pour des gènes eucaryotes. Alors, pourquoi les chercheurs pensaient ça? Il y avait une bonne raison, c'est parce qu'on sait que les virus peuvent aussi capturer des gènes de leurs hôtes pour les récupérer. Ça va dans les deux sens. Mais disons, on avait privilégié cette direction. On s'intéressait surtout, on avait l'impression que les virus étaient surtout des pickpockets, hein. Certains auteurs avaient parlé de pickpockets géants. Alors, en fait, on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que ça va dans les deux sens et qu'en plus, je dirais, ça va même plus dans le sens virus vers cellule. Alors, en fait, on peut se dire, mais c'est un peu, pourquoi il a fallu autant de temps pour qu'on admette, et encore beaucoup de gens, beaucoup de chercheurs même ne l'admettent pas, pourquoi il a fallu autant de temps pour admettre que les virus créent eux-mêmes leurs propres gènes? Alors, peut-être parce qu'il a fallu déjà, ça fait peu de temps qu'on commence à comprendre vraiment comment de nouveaux gènes apparaissent dans les génomes. Ça a été observé chez les levures ou les mouches, hein, la fameuse drosophile, hein, la mouche qui est étudiée par beaucoup de biologistes. En comparant des génomes proches de ces organismes, on a vu, en comparant beaucoup de génomes, on a vu progressivement apparaître de nouveaux gènes. Comment les nouveaux gènes apparaissaient, en général dans des régions qui auparavant de l'ADN qui était, on appelle ça non codante, donc il n'y avait pas de gènes, il y avait de l'information, des lettres, les fameuses ATGC. Eh bien, on a vu comment progressivement pouvaient apparaître de nouveaux gènes, d'abord des protogènes, etc. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais simplement pour dire qu'il n'y a aucune raison que ce phénomène qui se produit dans les génomes des mouches, des levures, des bactéries, ne se produise pas dans les génomes des virus. C'est la même chose. Et ces phénomènes-là, ils se produisent pendant la réplication de ces génomes. Et ils se produisent quand les génomes des virus se répliquent dans la cellule infectée, ce que j'ai appelé la cellule virale. Mais ça, c'est mon interprétation, et c'est une interprétation un peu psychologique. Je pense que les biologistes, les virologistes aussi, s'étaient tellement focalisés sur la particule virale, le virion, ce qu'on voit à la télé quand on vous montre un virus. Cette particule, elle est inerte, il n'y a pas de métabolisme, elle ne peut pas, le génome ne se réplique pas, il ne se passe rien, entre guillemets. Et donc, du coup, on imaginait que voilà, les virus ne vont pas fabriquer, de créer de nouveaux gènes. Mais en fait, ils en créent quand ils répliquent leur génome
dans la cellule virale, la cellule infectée. C'est pour ça que j'ai proposé ce concept de cellule virale, c'est pour un petit peu faire en sorte que les gens changent de focus, ne se focalisent plus uniquement sur la particule, qui est très importante bien évidemment, mais un petit peu, enfin aussi pense à cet aspect de la particule de la cellule infectée. Bah, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Est-ce que vous aviez prévu de nous dire d'autres choses ou... Non, bon après je pouvais parler un peu de l'origine de l'ADN ou autre, mais ça c'est peut-être plus, je sais pas, je peux, Ouais, l'ARN. on est preneur. Hein. Le temps ça va au niveau du temps? Ah bon, on est preneur. Oui. Donc les virus sont, comme je l'ai dit déjà, les virus sont présents partout, ça on le sait autour de nous. Ils infectent tous les organismes non viraux, toutes les bactéries, les archées, les eucaryotes. Il n'existe pas, à ma connaissance, il n'existe pas d'organisme qui n'est pas infecté par non seulement une famille de virus, mais beaucoup de familles de virus. Hein. Comme on le voit chez l'homme, on est infecté par un très grand nombre de virus. Les virus sont là certainement depuis très très longtemps, depuis que les protéines existent, je dirais. Il y a certainement les cellules, les premières cellules qui ont produit des protéines ont dû très rapidement être infectées par les virus. Les virus ont dû se former très rapidement à cette époque. Donc ça date sans doute avant, par exemple Lucas, on parle de Lucas, c'est le dernier ancêtre commun universel, l'ancêtre commun aux trois domaines actuels. Sans doute il était déjà, et les cellules qui existaient à l'époque, celles qui ont existé même avant lui, étaient déjà infectées par des virus. Donc les virus ont joué un rôle très important depuis longtemps dans l'évolution. Il y a quelques années, j'ai proposé même une hypothèse un peu qui est apparue iconoclaste à pas mal, c'est que les virus avaient pu jouer un rôle important dans l'apparition de l'ADN. Alors, pourquoi on parle de l'apparition de l'ADN? Parce qu'on pense, la plupart des chercheurs pensent que l'ADN a été précédé au cours de l'évolution par l'ARN, donc justement la molécule qui est dans le coronavirus qui correspond au génome du coronavirus. On pense qu'à une époque, il n'existait que des cellules ARN infectées par des virus ARN, et puis à un moment donné, au cours de l'évolution, il y a eu une transition, on est passé de l'ARN à l'ADN. Alors, quelle est la différence entre les deux? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, il faudrait faire un peu de chimie. Mais disons que l'ADN, c'est une forme modifiée chimiquement de l'ARN. C'est une molécule plus stable, donc elle permet d'avoir des génomes plus grands. Et disons qu'on ne pourrait pas avoir des génomes ARN de la taille du génome humain, par exemple. Donc, si on demande à des biologistes pourquoi l'ARN a été remplacé par l'ADN, ils vont vous dire, en général, c'est normal parce que l'ADN est plus stable, donc voilà, il a été sélectionné au cours de l'évolution, un petit peu sous-entendu pour arriver jusqu'à nous. Mais bon, ça, c'est une vision rétrospective. Hein. Des fois, de façon caricaturale, je dis, il n'y a que Dieu qui aurait pu se dire, ben, voilà, il faut que je pense à changer l'ARN en ADN, sinon je ne vais jamais arriver. Donc, si on a une vision darwinienne des choses, il faut imaginer quel a été le premier avantage sélectif du premier organisme qui a eu un ADN dans son génome à la place d'avoir de l'ARN. Or, on sait que les virus, justement, sont des organismes qui sont capables de modifier chimiquement leur génome pour éviter justement que leur génome soit attaqué par les défenses de l'hôte. On connaît des virus qui ont modifié leur ADN chimiquement. Les bases ATGC, certaines bases ont été modifiées, et du coup, le virus n'est plus, son ADN n'est plus reconnu par les défenses de l'hôte, par exemple, les enzymes de restriction. Vous avez entendu parler, tout le monde maintenant a entendu parler des CRISPR. On ne sait pas ce que c'est en général, mais les CRISPR-Cas9, on a entendu parler d'un système. Bon, les CRISPR, c'est un système de défense des bactéries contre les virus. Eh bien, il y a des virus qui ont inventé des défenses tout à fait spectaculaires contre les CRISPR en formant dans la bactérie un noyau pour se protéger des CRISPR bactériens. Oui. Donc les virus ont inventé beaucoup d'astuces pour contourner les défenses que leurs victimes, entre guillemets, mettent en place pour les contrer. Il y a une course aux armements constante entre les virus et leurs hôtes,
Ça, c'est un point important, peut-être, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui explique en partie, de mon point de vue, l'évolution de la vie vers la complexité. Parce que lorsque vous créez une arme, un missile, vous créez des antimissiles, des anti-antimissiles, des anti-anti-antimissiles, et c'est un peu ce qui se passe entre les virus et leurs hôtes. Et au cours de l'évolution, ça amène à une complexification du système. Et ça, c'est un point très important. Donc l'ADN, de ce point de vue-là, peut apparaître comme étant une forme d'ARN modifiée, pas forcément plus complexe, mais chimiquement modifiée, qui est plus stable. Et ça, c'est un avantage qui serait en fait secondaire au départ, mais qui ensuite aurait été très très important pour l'évolution. L'ADN n'a sans doute pas été sélectionné au départ pour sa stabilité, mais peut-être tout simplement parce qu'il était différent, donc pas reconnu par les mécanismes de défense des cellules contre les virus à ARN. Ça, c'est donc éventuellement un rôle très important qu'auraient joué les virus en permettant cette transition du monde ARN vers le monde à ADN. Certains auteurs pensent également que les virus ont joué un rôle important dans l'apparition du noyau des cellules eucaryotes. J'y ai fait allusion tout à l'heure. On l'a découvert, ça c'est récent. Ça a été découvert il y a 3-4 ans. Oui. C'est une découverte majeure de mon point de vue. C'est un virus, ce qu'on appelle un bactériophage, un virus qui infecte une bactérie, qui en fait entraîne la formation d'un noyau à l'intérieur de la bactérie, et le virus réplique son génome dans ce noyau, son ADN dans ce noyau, à l'abri des systèmes de défense bactériens, en particulier à l'abri des CRISPR. Et par analogie, on pourrait imaginer que le noyau de nos cellules, qui protège nos chromosomes, au départ, a été construit pour nous protéger des virus. Et peut-être que dans cette construction, on aurait utilisé des outils que les virus eux-mêmes avaient mis au point au départ pour se protéger. Lorsque des virus comme le mimivirus, le fameux virus géant, infectent une amibe, ils produisent à l'intérieur de l'amibe une usine, ce qu'on appelle une usine virale, une structure tout à fait spectaculaire qui a la taille de notre noyau, qui a la taille du noyau plutôt de l'amibe. Et c'est dans cette usine qu'il va se reproduire, fabriquer ses protéines avec les ribosomes de l'hôte et produire des virions. Et donc on peut se demander s'il n'y a pas eu un lien évolutif entre les usines virales de ces virus géants et le noyau des cellules eucaryotes. Une Donc vous allez découverte jusqu'à dire que la pression de sélection générée par les virus est responsable et peut être responsable de ce développement de l'ADN et du noyau. Voilà, c'est une hypothèse, bien sûr, ce sont Oui, une hypothèse, bien sûr. des spéculations, parce que c'est de l'évolution, c'est de l'histoire. En absence de machine à voyager dans le temps, c'est pas forcément évident, mais on a quand même des indices troublants. Par exemple, récemment, ça c'est une découverte qui a été faite récemment par notre équipe, en collaboration, plusieurs équipes, à l'Institut Pasteur et à Orsay. On s'est aperçu qu'une des trois enzymes qui lient nos gènes, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent éventuellement un peu de biologie cellulaire, l'ARN polymérase 2. C'est l'enzyme qui va transcrire en ARN messager les gènes ADN qui codent pour des protéines. Cette enzyme, on l'a récupérée de virus géants. C'est-à-dire qu'on a réussi à reconstruire l'histoire de cette enzyme. On a trois ARN polymérases dans nos cellules qui lisent des gènes différents. Eh bien, au départ, il semble qu'un virus a récupéré le gène de cette enzyme. Ce gène a évolué ensuite dans le monde viral. Et en plus de l'enzyme qu'on avait hérité de nos ancêtres très lointains avec les archées, on a récupéré deux nouvelles polymérases qui, elles, venaient des virus. Donc, on a des indices, il y en a d'autres. Une de mes enzymes favorites, mais là, en général, elle n'est pas du tout connue du grand public, ce sont les ADN topoisomérases. Ce sont les enzymes qui sont capables de nous faire des nœuds ou enlever des nœuds dans l'ADN. En particulier, il y en a une enzyme qui est très importante en médecine, c'est l'ADN topoisomérase 2, parce que c'est la cible de beaucoup de drogues anticancéreuses. En chimiothérapie, beaucoup de drogues anticancéreuses tapent sur cette ADN topoisomérase de type 2. Et bien là, on a très clairement, c'est un enzyme qu'on a récupéré de virus géants. Elle n'existe pas chez nos cousins, les archées, par exemple, donc on ne l'a pas récupéré de notre ancêtre avec les archées, on l'a récupéré de ces virus géants. Donc très clairement, la coévolution entre les ancêtres des virus géants
et les ancêtres des eucaryotes modernes, a eu un rôle très très important dans ce que l'on appelle l'eucaryogenèse, c'est-à-dire la formation de la cellule eucaryote dont nous sommes constitués. Waouh! Écoutez, c'était vraiment passionnant. Merci, merci infiniment, professeur. C'était vraiment fabuleux. Moi, je n'en reviens pas, je suis bouche bée, là. J'étais accroché comme ça à mon écran. Est-ce que vous voulez nous dire un dernier petit mot avant qu'on se quitte? Un dernier petit mot, je suis très content d'avoir eu l'occasion comme ça de présenter de façon tranquille Oui, un petit peu toutes ces idées. Bon, s'il y a des gens qui sont vraiment intéressés, qui ont déjà des petites connaissances en biologie, pas forcément, ils peuvent me contacter. On a écrit une revue avec un de mes anciens postdocs, Morgan Gaïa. On a écrit une revue sur la place des virus dans le monde vivant, donc un chapitre d'un bouquin en français assez facile à lire, hein, si on a des petites bases en biologie. Donc à ce moment-là, je peux leur communiquer. ah, Et puis super. Donc, vous allez me l'envoyer et puis moi, je le mettrai dans la description de la vidéo. voilà. Alors, je suis un peu triste là, à l'occasion de cette épidémie du coronavirus. J'ai trouvé que c'était un peu dommage, bon, mais c'est toujours pareil, que les chaînes de télé, les radios et autres, n'essaient pas un peu mieux d'expliquer ce que sont les virus, et en particulier, par exemple, ce qu'est un ribosome. Oui, C'est une chose qui m'affole, c'est de voir que, je pense dans le grand public, mais simplement, je ne sais pas, il faudra faire à l'Assemblée nationale un, un- comment, un sondage. Est-ce que vous savez ce qu'est un ribosome chez les journalistes ou autres? Parce que si on ne sait pas ce qu'est un ribosome, par exemple, on ne peut pas comprendre quelle est la différence entre une bactérie et une archée. On ne peut pas comprendre pourquoi certains antibiotiques vont marcher sur des virus et d'autres antibiotiques vont marcher sur les bactéries. À ce propos, je note d'ailleurs ce qui est intéressant, par exemple l'azithromycine qui est utilisé par pas mal de gens, mais donc Didier Raoult a fait la promotion. C'est un antibiotique connu pour agir sur les virus, les bactéries au départ, mais il agit sur l'ARN du ribosome. En fait, il se fixe spécifiquement sur le ribosome, l'ARN ribosomal des bactéries. Je me suis posé la question, est-ce que justement il n'agit pas sur les virus ARN? On sait qu'il agit sur le Zika. Apparemment, j'ai vu dans la littérature, même sur des rhinovirus. Est-ce qu'il n'agit pas au niveau de l'ARN de ces virus? Donc, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais le ribosome, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont été découverts dans les années 50, 60. Moi, j'ai découvert ça quand j'étais, avant même d'être étudiant, hein, quand j'étais tombé par hasard sur un livre intéressant de Joël de René à l'époque. Bon, c'était dans les années 70. Je me disais, en 2000, c'est évident que tout le monde dans la population apprendra le ribosome, connaîtra le la ribosome. maternelle, les A, B, C, ATGC, comment les acides aminés, les protéines. Ben non, toujours pas. Et là même, à l'occasion de cette pandémie, je me disais peut-être qu'ils vont quand même, dans les télés ou autres, expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est les virus, la différence, etc. Ben non, toujours pas. Donc ça, c'est un peu Ouais. triste. C'est un peu C'est triste. vrai qu'il y a eu beaucoup de clashs. On a parlé beaucoup de science, mais de manière putassière, avec des clashs, avec de la personnalisation. Et Ouais. finalement, tout le temps, on a parlé de ça, on n'a pas parlé du reste. On n'a pas parlé de choses qui pourraient être transmises de manière pédagogique, simple, Ouais, ouais. schématique. Et c'est vraiment regrettable. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Bah, Donc, de ce point de vue-là, votre chaîne, bon, que je ne connaissais pas, me paraît sympathique. un énorme merci, professeur. Et puis j'espère à une prochaine fois. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.